Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de notre directeur Louis Fèvre-Darcier, qui s'excuse de ne pas être présent, mais qui vous salue, je vous accueille aux Archives municipales de Lyon, un lieu que vous connaissez tous très bien. Et on vous remercie d'être là très nombreux avec cet institut culturel si actif et qui nous propose des conférences toujours aussi passionnantes et diversifiées. Et donc on est ravis de ces liens très forts entre les Lyonnais d'Italie et les Lyonnais des Archives. Et merci Monsieur le Consul d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous cède la parole et je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Bon, merci beaucoup. Je vous donne aussi la bienvenue. Je remercie évidemment les archives municipales, le directeur Fèvre-Darcier qui n'est pas là et la représentante des archives pour cette exposition parce que on a choisi les archives parce que, comme vous le savez peut-être déjà, on a inauguré ici récemment une exposition sur les mosaïstes du Frioul. Et l'exposition est encore là jusqu'au mois d'avril. Vous pouvez encore la visiter si vous voulez, si vous n'avez pas déjà encore fait. La soirée, ce soir, c'est une conférence donnée par Chiara Spangaro, directeur artistique et commissaire en art. Elle est l'ambassadrice du design italien à Lyon pour 2023. Et c'est-à-dire, elle est l'ambassadrice du design dans le contexte de la journée du design italien dans le monde. C'est un projet promu par le ministère des Affaires étrangères. Entre autres, il y a aussi d'autres institutions. Et partout dans le monde pour promouvoir l'excellence et la particularité du design italien. Et le thème de cette année è la qualità che illumina, l'energia del design per le persone et per l'ambiente. C'est-à-dire en français, la qualité qui apporte de la lumière, l'énergie du design pour les personnes et pour l'environnement. Et ce thème veut mettre en évidence la synergie parmi différents aspects du secteur. Il y a la qualité, évidemment, comme trait d'union de l'entière filière du design, l'énergie comme élément de base pour le procès productif et la durabilité et la protection de l'environnement. Et jusqu'aux personnes qui, comme noyau autour duquel concevoir et développer des idées innovantes et afin d'associer fonctionnalité et bien-être. Il y a aussi une analogie avec le thème de la candidature de Rome à Expo 2030, qui est Persone e territori, rigenerazione urbana, inclusione e innovazione. Finalement, je voudrais aussi rappeler l'édition du Salon du Meuble de Milan. Et c'est un... Excusez-moi. Ouais. Pardon, du Salon du Meuble de Milan. C'est un des rendez-vous les plus importants de ce secteur et qui est un programme à Milan du 18 au 23 avril 2023. Et à côté, il y aura aussi lieu Euroluce, événement dédié au design pour l'éclairage. Bon, je vous remercie pour l'attention et je vous laisse en vidéo, je crois. Bon, merci.
Et bonsoir aussi de ma part. Je suis la directrice de l'Institut culturel italien qui, avec le Consulat général d'Italie, régulièrement, tous les ans, vous propose la journée du design italien dans le monde, le IDD, Italian Design Day, selon un acronyme qui est rentré dans la compréhension habituelle de cette initiative. Vous venez de voir la vidéo que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, en collaboration avec ADI, Triennale di Milano, Institut ITA, Italian Trade Agency, et le Salon du Meuble de Milan ont réalisé. C'est quelque chose qui a été réalisé par une agence de vidéo et de réalisation artistique très connue en Italie, c'est-à-dire Studio Azzurro. Vous venez de voir justement les crédits. La journée du design italien, là, je vous donne quelques renseignements un peu plus sur le déroulé aussi d'aujourd'hui, l'Italian Design Day à Lyon. La journée du design italien est célébrée aujourd'hui, 9 mars, en 119 villes dans le monde. Et il s'agit de sièges d'ambassades, de consulats, d'instituts culturels italiens, aussi d'écoles et de les universités. Grâce à l'intervention de 97 intervenants, testimonials ou ambassadeurs du design italien. Et je vous demande d'accueillir Chiara Spangaro. Merci, bonsoir. Qui va nous parler de design italien. Je reviendrai. Donc, les designs, vous serez d'accord que le design est un langage universel. Et il alimente, en Italie surtout, un procès culturel et industriel en même temps. En ce qui concerne la présence italienne, quant au secteur du design, nous savons que l'Italie est le premier pays pour l'export dans le monde dans le secteur de l'éclairage. Voilà donc la raison pour laquelle nous sommes là à vous parler de design, de lumière, d'éclairage et des meubles et des éléments qui permettent
de répandre cette idée de design dans l'éclairage. Donc, il est très naturel que l'Institut culturel italien, le consulat à Lyon, propose de transmettre le savoir-faire italien par cet événement qui implique tant de ministères, hein, le ministère aussi du développement économique est concerné, et la collaboration de, comme je vous le disais, de ADI, Salone del Mobile, Triennale di Milano, même le ministère de la Culture par rapport à la Biennale d'Architectura qui se tient cette année à Venise à partir du mois d'avril, mai, jusqu'au mois de novembre, pendant 6 mois. Et donc, les salons du meuble, nous avons vu hier soir lors de la conférence de presse au ministère, nous avons entendu de la part de la présidente du Salon du meuble de Milan que ce salon accueille 1962 exposants tous les ans. Et les 70% de ces exposants viennent de l'étranger. Donc, pour le Salon du meuble est une occasion importante de répandre lors de la prochaine édition, comme Monsieur le Consul vient de le dire, du 18 au 23 avril, les répandre et réaliser lors de cette prochaine édition un rôle de catalyseur culturel pour la manifestation, justement, Euroluce. Tout centré, axé sur la lumière et l'Europe aussi. Les mots-clés, donc, pour nous, sont à nouveau les mots progrès, culture et manufacture. Et c'est les points forts que nous avons voulu proposer lors de l'événement, de la rencontre de ce soir, et aussi lors de l'événement du 21 mars, quand avec Lavinia Sciacchitano qui va nous rejoindre bientôt, nous parlerons, elle et moi, on parlera d'éclairage et des lumières, parce que Lyon est la ville des lumières, aussi des lumières, de lumières et des lumières aussi, les frères Lumière. Donc, je laisse là la parole à Chiara Spangaro, qui est historienne de l'art, comme on le sait, curatrice d'exposition, directrice d'exposition comme l'année dernière à l'exposition sur Aldo Rossi, pour laquelle elle est spécialiste. Elle est responsable de la fondation Aldo Rossi à Milan. Donc, on va avoir des pistes, mais aussi des présentations de l'ouvrage de Aldo Rossi. Et je vous donne rendez-vous à la fin de sa rencontre, après les questions et réponses s'il y en aura, pour revoir à nouveau une autre vidéo du Salon du Meuble. Et enfin, finalement, à la fin de tout ça, pour déguster un bon buffet et du vin italien lors du cocktail. Donc, bonne soirée, buona serata. Je vais essayer d'éteindre ce micro et de ne pas éteindre celui-ci. Posso delle cose? Questo non serve a niente. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui. Il faut que je parle clairement dans le micro, donc je vais essayer de faire attention. Je suis ravie d'être ici. Je remercie l'Institut de culture italienne de Lyon, le Consulat général d'Italie à Lyon, toutes les personnes qui m'ont accueillie aujourd'hui. Je suis aussi très
contente de représenter la fondation d'Aldo Rossi, qui a été fondée en 2005 par le fils et la fille d'Aldo Rossi, avec la collaboration de Germano Celant, qui a été mon mentor et la personne avec qui j'ai travaillé pendant 19 ans à la fondation et autre part. Comme disait Anna Pastore, nous avons présenté l'année dernière, justement en occasion du Salon du Meuble, une recherche qui avait été débutée, commencée il y a quelques années, que j'avais commencé il y a quelques années, sur le design d'Aldo Rossi. La Fondation essaye toujours de illuminer sur le travail de Rossi, qui est un intellectuel, un architecte, un théoricien, un designer et aussi un artiste qui a produit énormément de travail de la fin des années 50 jusqu'à 1997, quand il est décédé prématurément. La Fondation essaie donc toujours de illuminer sur des aspects différents du travail de Rossi, qui est extrêmement riche et paraît presque toujours infini. Nous sommes donc ici ce soir pour affronter une partie au moins de son histoire dans le monde du design, et j'espère que ce voyage sera passionnant pour vous comme il a été pour moi quand j'ai commencé à étudier le design de Rossi. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais donner quelques chiffres et quelques dates. Aldo Rossi est né à Milan en 1931. Il a étudié à l'école polytechnique de la ville jusqu'à 1959. Et en 1960, comme il avait déjà un âge assez avancé, il a commencé son activité d'architecte. Jusqu'à sa mort en 1997, à l'âge de 66 ans, il a accompli 198 projets d'architecture, de design en Italie et dans le monde. 120 projets non réalisés. Il a écrit plus de 150 articles scientifiques et livres et plus de 130 cahiers qui ont été remplis d'esquisses et de textes manuscrits. Il a produit plus de 12 000 dessins techniques et artistiques qui sont dans les collections publiques et privées du monde entier. Avant 1997, à son travail ont été dédiés plus de 110 articles et ouvrages monographiques. Rossi est le premier architecte italien à avoir reçu le Pritzker Prize à Venise en 1990. La motivation est celle d'avoir contribué à améliorer le monde avec ses architectures. Un thème encore très débattu en Italie, car son charisme a partagé les générations entre les pros et les contres. Deux sont les architectures, pour finir, réalisées en France. Le Centre international de l'art et du paysage, dans l'île de Vassivière, et l'unité d'habitation à la Villette à Paris, qui contient également un très beau bureau de poste. Aldo Rossi a donc été un très grand architecte, un théoricien, un enseignant, un designer, un artiste. Il a créé un monde cohérent et unique. Nous partons donc de sa créativité dans le design pour essayer d'affronter ce monde. Voilà, le début d'Aldo Rossi dans le monde du design est en 1960. À ce moment-là, il est en train de travailler à la Villa Ronchi avec un collègue plus âgé qui est Leonardo Ferrari. Villa qui en fait s'appelle Villa Cerajoli, du nom de la famille milanaise qui a commissionné la villa. Vous voyez que le style de ce moment est un style qui reprend l'architecture de Adolf Loos, qui a toujours été un personnage intellectuellement très important pour Rossi dans sa formation comme dans son âge adulte. Et avec Leonardo Ferrari, Aldo Rossi produit deux premiers objets
dans la même année 1960, objet plutôt meuble, une table basse et une bibliothèque qui ont la même saveur un peu, disons, puriste, mais qui contiennent déjà des éléments fondamentaux pour Aldo Rossi, qui font partie des éléments fondamentaux qui feront partie aussi de ses architectures. Avant tout, disons, la combination d'une matière industrielle comme le fer, avec des matières naturelles comme la pierre de la table basse et le bois de la bibliothèque, sont un élément qui va être distinctif pour Aldo Rossi, aussi dans la production architecturale. D'autre part, si vous regardez dans la photographie les détails du fer de la bibliothèque, vous pouvez reconnaître des éléments qui reviendront dans les années 80 et qui sont dans les projets de l'aéroport de Linate, par exemple, ou du bloc de Schützenstrasse à Berlin. Donc cet élément fortement industriel dans un ensemble fortement artisanal est quelque chose qu'Aldo Rossi va continuer à travailler et à utiliser pendant toute sa vie. En fait, avant 1960, il y a une première incursion de Rossi dans le monde du design. Ce n'est pas une incursion factuelle, c'est plutôt une incursion intellectuelle et presque, disons, politique. En 1955, Aldo Rossi s'inscrit au Parti communiste italien. Il était déjà très politiquement impliqué dans la FIGC, qui était le jeune parti, le parti des jeunes communistes. Et il écrit au mois de juin 1955 avec le collègue Guido Canella un article sur Voce Comunista, qui était l'organe du parti, un article qui s'intitule La cultura dei monopoli, politica nell'industrial design. Donc la culture des monopoles, la politique dans le design industriel. Il s'exprime très fortement contre l'exploitation des ouvriers dans les usines et en particulier les États-Unis, dont il dénonce la tentative démagogique et d'exploitation et la dangereuse capacité d'exporter son propre modèle. L'article expérimente aussi une conscience qui est liée à la nécessité de souder les nouveaux événements de l'histoire, du progrès industriel, de la technique à notre culture plus vraie, à notre réalité nationale et à la tradition humaniste italienne. Donc c'est un propos très fort que Aldo Rossi dirige avant même d'être actif dans le monde du design et qui va rester, disons, d'un point de vue de l'idéologie, très présent dans sa vie de travail. Les deux meubles faits avec Leonardo Ferrari font partie, dans la même année 1960, de l'exposition Nuovi disegni per il mobile italiano. C'est une exposition qui rassemble une trentaine de jeunes architectes et non pas designers. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas de formation spécifique en design. C'était plutôt les architectes qui dessinaient ou qui pouvaient dessiner des meubles et des objets. Cette exposition naît de la volonté de la génération d'Aldo Rossi, Gaia Aulenti, Vittorio Gregotti, Umberto Riva et d'autres architectes italiens qui deviendront très connus en Italie et dans le monde, de souligner leur intérêt vers l'innovation, l'incertitude
et l'inquiétude qu'ils ont envers la future production industrielle et le désir qu'ils ont de se faire porteurs d'un changement. Presque 10 ans après, en 1971, après ses premières 10 années de travail, Aldo Rossi trace un bilan dans un manuscrit qui est aujourd'hui dans les fonds du MAXI à Rome. Il trace un premier bilan sur son travail et il n'a aucune mémoire de ce premier épisode dans le monde du design avec son collègue Ferrari. Dans le manuscrit, il parle par contre de ses souvenirs d'enfance qui portent aussi vers le monde des objets et en particulier des cafetières et des bouteilles. Il écrit « Ces formes géométriques et fantastiques ont résumé pour beaucoup de temps mon sens de beauté. Dans elles, j'ai prévu des coupoles, des tours, des minarettes et d'autres constructions. Nous voyons à la moitié des années 70 paraître dans les dessins d'Aldo Rossi des cafetières, des tours. Je ne sais pas s'il y a des minarettes, hein, je n'en ai jamais trouvé, pourtant j'ai vu beaucoup de dessins d'Aldo Rossi. Et vous voyez comme dans cette page, les architectures de l'époque, donc l'unité d'habitation du Gallaratese à Milan, ou le cimetière de Modena, ou la maison de la Casa dello Studente de Chieti, ou aussi des fantaisies architecturales comme ce magnifique dessin avec la pyramide Cestia de Rome, qui est, disons, dédié à un autre de ses maîtres idéaux qui est Giovanni Battista Piranesi, ou les deux dessins en haut à droite qui s'appellent Architecture assassinée, donc le doute d'Aldo Rossi sur l'architecture, ou l'envie peut-être d'Aldo Rossi de se libérer de ce poids de l'architecture. À l'intérieur de tous ces dessins, il y a toujours des détails qui sont des détails du monde du design, au moins du monde de la domesticité. Donc des cafetières, un verre, des petites maisons qui sont comme des cabines de plage, qui sont dans les 3 dessins plus bas. En 1972, le MoMA célèbre le nouveau design italien à travers une exposition qui est coordonnée par Emilio Ambas et qui s'appelle Italy, the New Domestic Landscape. Aldo Rossi et Ferrari ne sont même pas invités, ils n'exposent pas leurs 2 meubles. L'expo est plutôt portée sur celle qui a été définie par Germano Celant, l'architettura razionale, et donc toute la partie des nouvelles productions, des nouveaux matériaux. Et Manfredo Taffuri, qui est un historien de l'architecture et architecte, un grand intellectuel et qui deviendra un grand ami d'Aldo Rossi, cite l'épisode de l'exposition de 1960 comme quelque chose de pas central dans l'évolution du design italien. Les années 60 sont pour Aldo Rossi surtout un territoire et un moment dédié à ses premières grandes architectures. Avant tout, l'unité résidentielle Monte Amiata au quartier Gallaratese à Milan, qui est terminée en 1973. Et après cela, le grand concours international pour le cimetière ou pour la partie moderne, disons, du cimetière de San Cataldo à Modena. Mais à la fin de cette décennie, il y a quand même 2 projets qui sont fondamentaux pour sa production de meubles et objets.
Le premier est le Teatrino Scientifico et le deuxième est le très connu Teatro del Mondo. Et le Teatrino Scientifico est conçu... voilà Aldo Rossi dans une très belle photo de Aldo Ballo. Le Teatrino Scientifico, qui devrait arriver, voilà. Le Teatrino Scientifico est conçu comme une machine pour des expérimentations architecturales. Et Rossi le définit construction d'un objet entre la machine, le théâtre et le jouet. Il présente la forme théâtrale par excellence dans le dessin le plus élémentaire et il offre un lieu pour la scène et pour l'action comme pour la mémoire. À son intérieur, comme vous voyez dans les trois différentes photographies, Aldo Rossi positionnait des parties de son des portions, disons, de son architecture, des fragments, construisait des scènes de plage ou des scènes de théâtre avec des éléments qui étaient aussi des éléments domestiques comme la chaise, la table, la bouteille, et toujours dans une relation très présente avec l'être humain, et donc la dimension de l'être humain. Le Teatrino Scientifico est réalisé en 1978 et l'année d'après est l'année de construction du projet qui est le plus magique, probablement, d'Aldo Rossi, le Teatro del Mondo, qui est un théâtre flottant, voilà, merci, et à pianta centrale, qui a une plante centrale. Il a été construit en dehors de Venise, sur une barge, déjà sur l'eau, avec une structure, comme vous voyez, de tubi innocenti, donc une structure pour échafaudage sur laquelle ont été montés du simple bois peint. Et un toit octagonal avec une sphère qui était censée rivaliser avec le marquevent de la Punta della Dogana à Venise. Le théâtre a été voulu par la Biennale di Venezia pour l'exposition Venise et l'espace scénique, ouverte en 1979. Ensuite, il est resté à la Biennale pour l'ouverture du carnaval et pour toutes les biennales de musique et d'architecture, en particulier pour la première exposition internationale d'architecture qui a été ouverte sous la direction de Paolo Portoghesi, qui avait d'ailleurs appelé Aldo Rossi pour construire le Teatro del Mondo. Ensuite, toujours sur la barge, il a rejoint Dubrovnik pour un festival de théâtre et est revenu à Venise, a été démonté et mis dans les dépôts de Biennale où il a été oublié avec une grande rage d'Aldo Rossi à l'époque. C'est un objet qui est en même temps une architecture, en même temps il donne l'impression d'être... il a un aspect qui est presque domestique et gérable. Il est démontable. Il s'inspire certainement aux constructions américaines du Maine, mais aussi il a la qualité des bateaux
typiques de la lagune vénitienne, qui sont toujours en bois. Il y a les gondoles évidemment, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. C'est donc le Théâtre del Mondo est donc un objet de passage, un objet architectural qui a aussi une qualité en tant qu'objet lui-même. Je termine, voilà, les magnifiques photographies de l'arrivée du Théâtre del Mondo à Dubrovnik. Et je termine cette première exploration du début de Aldo Rossi dans le monde du design avec ce magnifique dessin qui en fait est un dessin et un collage, hein, ce qui est typique de la façon de dessiner d'Aldo Rossi, qui en 1980 résume son sens du fragment, d'une part, hein, qu'il avait vu probablement pendant les bombardements, enfin après les bombardements milanais de 1943, et qu'il a certainement revu dans la qualité architecturale de New York pendant les années 70, qui ont été le premier moment où il a rejoint la ville américaine, mais qui a aussi une forte... qui montre très bien le sens de l'analogie d'Aldo Rossi. Donc sa capacité de d'avoir une vision à l'intérieur de laquelle peuvent être présentes des architectures qu'il a construites, comme le Gallatese, le Teatro del Mondo ou le cimetière de Modena, qui sont les trois architectures les plus importantes des années 70 pour Rossi, mais aussi des architectures typiques de la périphérie milanaise ou des périphéries en général. La dimension de l'habitation dans cette petite maison toute simple et la dimension plus menue du design sur la partie en bas à gauche du dessin, qui montre une série de petites cabines en bois qui seront un des premiers projets réalisés par Rossi dans le monde du design. Voici deux autres magnifiques dessins de ces époques-là. 1979 à gauche, le projet pour la maison de l'étudiant de Chieti, et à droite, The Forecast Man de 1980, un dessin qu'il a réalisé à New York, où, encore une fois, ce paysage fantastique où rien n'a une dimension réelle, mais tous les objets sont comparables, est une des caractéristiques de Rossi. Entre 1979 et 80, Rossi rencontre les principaux interlocuteurs de la production de ces objets et de ces meubles. En haut à gauche, vous voyez une photographie de tout le groupe, enfin de Alberto Alessi sur la gauche, du groupe Alessi, avec tout à droite Alessandro Mendini, qui était à l'époque le directeur artistique de Alessi, et avec toute une série, avec Achille Castiglioni, Enzo Mari et Aldo Rossi. Donc une partie de ces designers qui ont fait la fortune et la particularité de cette société. À droite, sur les chaises du Teatro Carlo Felice, Aldo Rossi et le groupe Molteni. À la gauche de Rossi, il y a un autre personnage fondamental dans le travail d'Aldo Rossi dans le monde du design, et non seulement parce qu'ils étaient associés dans les années 60 dans le premier bureau d'architecture de Rossi, c'est Luca Meda, qui est le directeur artistique du groupe Molteni, et de Moltenici, Unifor, Dada, et donc toutes les sociétés qui sont associées à la famille Molteni. En bas à gauche,
Aldo Rossi regarde très profondément dans les yeux Bruno Longoni. Alors, j'ai interrogé tout le monde sur l'origine de la connaissance de Rossi et Longoni. Longoni est un producteur plus artisanal et plus petit et très raffiné. Qui travaille toujours dans cette région à côté de Milan qui s'appelle la Brianza et qui est disons, l'endroit où la plupart des meubles en bois étaient et sont d'ailleurs produits en Italie du Nord. Bruno Longoni et Aldo Rossi se sont connus, je ne sais pas comment, mais ils ne se sont jamais laissés. Ils sont restés, ils ont travaillé ensemble jusqu'à la fin et ils ont travaillé ensemble jusqu'à la fin de la vie d'Aldo Rossi et c'est vraiment des personnes qui parlent d'Aldo Rossi avec le plus d'affection et d'amitié et aussi de gratitude. Avec ces trois sociétés ou ces trois, disons, groupes, Aldo Rossi commence à rentrer dans la vraie production industrielle. En 1979, il dessine la machine à café à percolator, qui a un système complètement archaïque et surtout qui n'aurait jamais marché en Italie parce que les Italiens veulent le café fait avec la moka et pas avec un système bizarre comme celui à l'américaine. Alessi est impressionné probablement par Aldo Rossi parce qu'il produit de cette cafetière une grande série de prototypes, mais à la fin ne la met jamais en production. J'ai essayé de vous montrer aussi comment le dessin d'Aldo Rossi accompagne toujours la production architecturale, mais bon, en ce cas surtout du design. En 1980, avec Moltenici, il produit la première version de la Cabina dell'Elba. La Cabina dell'Elba est une armoire faite pour l'intérieur, pas pour l'extérieur, qui s'inspire encore une fois aux constructions en bois des plages italiennes et en particulier de l'Isola d'Elba où en 1995 et les années d'après j'imagine aussi, Aldo Rossi passait ses vacances avec ses enfants et une très chère amie. En 1975, il dessine les premières cabines dell'Elba, aussi en relation à des architectures différentes et suburbaines. Vous voyez au milieu de cette image le petit modèle, la maquette qui est toujours dans les collections de la famille d'Aldo Rossi. Le projet est produit en 4 exemplaires. Car il ne rentre pas par les portes, pratiquement. Et quelques années après sera mis en commerce par Bruno Longoni, sans pour autant que les rapports entre Molteni et Aldo Rossi terminent, parce que les projets continuent tout au long de la vie de Rossi. Le premier projet réalisé et enfin en commerce d'Aldo Rossi est Tea and Coffee Piazza pour Alessi. Cette initiative part de Alessandro Mendini qui invite 10 architectes internationaux de tous les courants à composer une architecture domestique, une architecture de table où l'ensemble des cafetières et des théières sont, disons, l'équivalent des immeubles et le support est l'équivalent d'une piazza où ces immeubles se disposent. Aldo Rossi, qui probablement n'avait pas
un très bon caractère, décide de faire une petite maison, un petit temple, un petit théâtre qui évidemment rappelle beaucoup le Teatrino Scientifico de quelques années auparavant. Et non seulement il décide de faire une forme qui est complètement différente, mais aussi d'employer des matières qui sont complètement différentes. Car il n'utilise pas simplement l'argent, mais aussi le bois, le laiton, et il insère un élément qui sera toujours très présent dans son travail, dans ses écritures, hein, qui est la montre, l'horloge, le sens du temps. Qui d'une part porte aussi au sens de la mémoire, hein, mais qui est vraiment, comment dirais-je, le memento mori un petit peu. Cette idée que le temps est toujours présent et qu'il faut y penser et qu'il faut regarder au passé comme au futur. Voici la deuxième cabine de la Elba pour Bruno Longoni. Vous voyez, elle est beaucoup plus mince, donc elle passe par les portes enfin. Et elle est produite en 1982. Elle est toujours en production. Bruno Longoni a également réalisé dans la même année les petites chaises AR2. J'ai jamais compris pourquoi les chaises d'Aldo Rossi sont toujours assez menues. Et je pense que en principe, quand il a fait la deuxième Cabina dell'Elba, le prototype était fait pour sa fille Vera. Et donc, c'était en fait une Cabina dell'Elba plus petite que celles qui sont maintenant en commerce. J'imagine que ces chaises ont peut-être été essayées aussi par sa fille avant d'être mise en production. La chaise s'appelle est également dite 200, donc 200. Parce que Rossi voulait que là où on appuie le dos dans le dossier, il y ait une petite pièce de 200 lire. Mais comme c'était très difficile de trouver des 200 lire et c'était pas une bonne idée en gaspiller, ils ont décidé de mettre une petite plaque en métal. Et donc, la chaise est appelée toujours 200 pour cette réminiscence. Bruno Longoni produit également le stand pour le Gruppo Finanziario Tessile de Turin au Pitti de Florence en 1984, entre 1984 et 85. Le GFT sera un des principaux interlocuteurs d'Aldo Rossi pour son architecture, et Aldo Rossi va construire un très important immeuble à Turin qui existe toujours d'ailleurs et qui s'appelle Casa Aurora avec eux. Comme Rossi est un homme curieux, il propose à Alessi, en 85, de faire un porte-photo et après une nombreuse série d'essais, tous assez mal réussis. Finalement, il décide de contacter le groupe App Group de Massa en Toscane, donc à côté, dans la partie de la Toscane, il y a toutes les carrières de marbre, et commence une production assez bizarre, hein, inspirée évidemment au classicisme, de Elba 1 et Elba 2, qui sont deux porte-photos ou porte-dessins, comme vous voyez dans la photographie, et Syllogisme, qui est un miroir à pleine figure, hein, probablement inspiré également par cette petite ce petit porte-photo, ce petit cadre qui faisait partie de sa collection. Aldo Rossi achetait des cadres anciens pour encadrer ses propres dessins et les estampes et les dessins qu'il achetait d'autres auteurs.
Ce petit cadre existe toujours, est toujours dans la collection des héritiers et a été photographié par Luigi Ghirri dans le bureau de Via Maddalena à Milan. Vous voyez que sur ce bord de cheminée existe toute une série d'objets qui sont les objets d'affection, comme les appelait Rossi, les objets qu'il aimait. C'est des objets à lui, mais c'est aussi des objets qui font partie d'une tradition qui a une grande simplicité et surtout aucun auteur. Le thème classique de Elba et Syllogismo passe aussi à d'autres objets. À la cafetière à filtre Alessi, produite en 1986 avec ses tasses et ses mugs. Vous voyez dans le dessin de gauche comment pour la grille métallique, Aldo Rossi s'inspire à la colonne dorica, donc à une colonne classique. Par ailleurs, la même grille qui parle aussi de la structure de l'objet, la structure de la figure humaine, la structure, si on veut, de l'architecture, est la même qu'on retrouve dans la chaise Milano pour Molteni, qui est une chaise avec des lignes extrêmement intéressantes. Carlo Molteni raconte que Aldo Rossi rentra dans son bureau avec un petit dessin, 4 lignes, 6 lignes, 10 lignes. Et avec ce dessin, les ingénieurs de Molteni ont essayé de produire quelque chose qui plaisait à l'architecte. L'architecte a vu la chaise et a décidé de couper les bords derrière. Si vous voyez, il a juste enlevé le petit détail du fond pour donner une autre légèreté à cette chaise qui s'appelle comme sa ville, qui était sa ville préférée, évidemment. Mais il a donné beaucoup de noms de villes à ces objets, et il y a également Paris. Ce meuble carteggio, toujours produit par Molteni, aussi rappelle à une mémoire de l'architecture de Rossi et de Loos d'ailleurs, dans le détail courbé de la partie de secrétaire qui s'ouvre, qui reprend la courbe de Casabai des années 60 et aussi de Casa Steiner à Vienne de Adolf Loos. L'objet Sannazzaro, toujours pour App Group, est toujours une reprise d'un projet des années 60 jamais achevé par Rossi, une proposition faite pour Sannazzaro de Burgondi, un petit village à côté de Pavia. Et voici que nous arrivons à un chapitre très intéressant, c'est celui de la production artisanale de tapis que Rossi commence en 1987 et termine d'ailleurs en 1988 avec une unique série de tapis qui s'inspire à ses architectures. Comme vous voyez, celui qui reproduit derrière moi, reprend un dessin des années 60 du monument de Segrate, qui est la seconde architecture réalisée par Rossi dans les années 60, tandis que The Red Hall reprend la structure de l'école de Fagnano Lona, un projet des années fin 60, 10, début 80. Toujours aux façades de Fukuoka et de Villa Alessi à Verbania, entre les années fin 80 et 90, s'inspirent les deux tapis, le portique
et intérieur avec colonnes doriques. Encore une fois, l'accent est donné à la façade, qu'il avait déjà d'ailleurs affronté dans le meuble Tabularium, toujours avec Up Group en 1985. Le thème et le motif, hein, disons, de la fenêtre ou de la façade carré, enfin avec un carré, revient dans le Papiro pour Molteni en 89 et dans la bibliothèque Piroscafo, toujours pour Molteni, qui fait en collaboration avec son ami Luca Meda en 92. Et encore une fois, dans le meuble Cartesio pour Unifor, qui est la société qui s'occupe des meubles de bureau du groupe Molteni, vous voyez que le motif de la fenêtre à croisière carrée du Piroscafo et du Cartesio revient, ou vient d'ailleurs, dérive de ces architectures, en particulier la grande architecture de Fontivegge à Pérouse, en Italie, mais aussi le front de mer de La Coruña en Espagne, qui est un autre endroit très cher à Aldo Rossi. Toujours de la tradition et de diverses inspirations viennent la série Fiorentino pour Bruno Longoni, une série de meubles qui s'inspire d'une part au Japon et d'autre part à la tradition de Florence du travail de bois. Et voilà, l'Ottagono pour Alessi, une cafetière très 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 difficile à produire, qui a d'ailleurs été commercialisée pendant que 2 ou 3 ans, parce que les deux parties doivent obligatoirement combaciare, être attachées de la bonne façon, et surtout elles pèsent un poids impressionnant. Mais vous voyez comment dans ce projet, Aldo Rossi reprend le toit, la toiture du Teatro del Mondo qu'il avait construit à Venise en 1979. Nous terminons avec L'Ora Perduta, un dessin qui communique justement cette préoccupation probablement que Rossi avait pour le temps et que j'ai mis en relation avec l'horloge à mur que Rossi a fait pour Alessi après avoir réalisé une montre quelques années auparavant et qui s'appelle Momento et qui l'aide à se souvenir de l'heure. Je voudrais aussi vous présenter rapidement le design que Rossi a fait exprès pour ses architectures. Il n'y a pas beaucoup d'objets qu'il a dessinés, mais il y en a quelques-uns. Le premier en termes de temps est la chaise Carlo Felice pour le théâtre Carlo Felice de Gênes en 83, qui a été construit entre 83 et 89. La chaise est une chaise de salle. Et se trouve toujours à l'intérieur du musée. Elle a été réalisée par Moltenici avec la collaboration de Luca Meda. Successivement, il travaille au projet, au monument à Sandro Pertini à Milan, qu'il réalise en 90. Et il produit les lampadaires pour la place qui contourne le monument au président italien. De cette expérimentation, il crée 2 lampes de appartement, d'intérieur, une de table et une de terre. À l'idée de la machine architecturale se lie
les projets et donc du phare, hein, qui est une machine architecturale comme un peu le Teatro del Mondo, se lie les services de table Il Faro pour Rosenthal, qui reprennent l'idée de la mer, l'idée de la machine architecturale et une idée très ludique aussi de la production d'objets. Qui se relie aux projets architecturaux pour l'Université de Miami, qui n'a jamais été terminée, au phare réalisé à Breda, qui est une espèce de sculpture qui toujours existe, et au Centre international d'art et du paysage de Vassivière que je vous ai cité tout à l'heure. Et également au Théâtre Phare de Toronto, qui était un théâtre temporaire, hein, qui a été construit entre 88 et 89 et démonté après un festival de théâtre d'été. Enfin, pour le Bonnefanten Museum de Maastricht, qui est un de ses derniers projets, il construit la chaise musée en 2 versions, une avec merci merci beaucoup, et l'autre sans. La chaise est simple, pratique et a ses détails en métal jaune qui reprennent les couleurs de l'intérieur du musée. Pour terminer, je voudrais vous parler du sens de la mesure et de la géométrie. Alors, le sens de la géométrie de Rossi, évidemment. Le sens de la géométrie est compréhensible. Le sens de la mesure a un double tranchant, disons. Ça fait partie un peu de son identité, de son éducation. Mais en 1981, il est appelé à s'occuper de la partie idées de l'exposition Idées et connaissances pour la 16e Triennale de Milan, avec Luca Meda et Daniele Vitale. Pour expliquer l'exposition, il monte au début de cette espèce de couloir que vous voyez dans cette photographie. Et qui est contourné par les salles monographiques à l'intérieur desquelles il y a un élément intellectuel qui a à faire avec l'architecture important pour Rossi. Au début de ce parcours, il place une table avec des géométries, des solides platoniques qui sont évidemment repris de l'école d'Athènes, mais aussi de l'architecture idéale de 2 maîtres et 2 architectes que Aldo Rossi adorait, Claude Nicolas Ledoux et Étienne Louis Boulet. Cette attention à la figure géométrique reste très présente dans toute l'architecture de Rossi et aussi dans le design. Vous voyez 2 images très chères à Rossi de Boulet et de Ledoux. Ce principe géométrique et aussi l'idée de l'échelle s'applique à probablement l'objet plus iconique, celui que tous connaissons de Rossi, la machine à café Laconica, produite par Alessi en 1984, qui est donc le système, la forme de la cornica est obtenue par la rotation d'un triangle rectangle sur son cathète le plus long et inséré dans un cylindre. Cette idée simple est très sophistiquée. Et aussi appliqué à des objets de grande échelle. Quand il participe à la 17e Triennale de Milan avec la reproduction géante de ces cafetières pour un Progetto Domestico en 86. Au même principe de combinaison de formes simples et récurrentes s'inspire la cupola,
en 1988 pour Alessi. Les objets jamais produits, jamais mis en production, mais produits en prototype pour Richard Ginori, fait en 1990 pour les 250 ans de la grande maison italienne. Le fauteuil et le divan Parigi, voilà, on est arrivé, qui a été lancé d'ailleurs à Paris en 1989. Et qui joue sur cette instabilité visuelle, mais je peux vous assurer, pas du tout physique. Hein. On est très stable hein, sur ce fauteuil. Et voilà le divan qui a été produit en 3 exemplaires. Les objets, encore une fois pour Alessi, la cupola, la cubica, qui porte également une grande ironie, car Aldo Rossi voulait cuire le risotto dans un objet cubique, et les silos qu'on a fait produire d'après son prototype avec la Fondation en 2008. Au même principe de la conica s'inspire il conico. Ces objets sont presque 100 ans, enfin 101 ans, et ils viennent presque d'une dimension future, tant qu'ils ont été utilisés aussi dans plusieurs classiques, non pas de la cinématographie, mais de la télévision, et en particulier dans Star Trek The Next Generation de 87 à 94. Donc ils ont pu publier et montrer tous les objets de Rossi pour Alessi. Encore de la science-fiction, sort cette incroyable lampe Prometeo, éditée en 1096 et toujours en production pour Artemide, qui évidemment reprend le totem de 2001, Odyssée dans l'espace de Stanley Kubrick, mais aussi d'une façon toujours ironique, par le nom que l'architecte attribue à son objet. Réveille la mythologie classique, le mythe du titan qui vole la lumière à Zeus en provoquant sa colère. Le Prométhée de Aldo Rossi a la possibilité non seulement de voler la lumière, mais aussi de changer de couleur, hein, du blanc au vert, au rose et au rouge. Et je vais conclure pour vous dire que en retournant au concept de l'échelle architecturale et l'échelle domestique, qui porte avec soi la géométrie et la mesure, Aldo considère dans son autobiographie scientifique combien le problème de la dimension est un des fondamentaux de l'architecture. Il continue en disant qu'il a toujours associé à la dimension linéaire un sens plus complexe, en particulier à l'instrument du maître, le maître en bois, celui que les ouvriers replient lors du travail. Sans ce maître, hein, dit-il, il n'y a pas d'architecture. C'est un instrument et c'est un outil, le plus précis outil du projet. En fait, l'être humain est toujours au centre idéal du projet de Rossi en architecture et en design, comme annoncé en manière polémique dans l'article de Voce Comunista en 1955. Merci.
Ah voilà, il y a les questions maintenant. Peut-être. Voilà. Merci. Merci infiniment, madame. Je n'ai pas cessé de penser en amateur, hein, je ne suis pas du tout spécialiste, mais penser au Bauhaus, mais aussi au mouvement Memphis, pour les couleurs, pour la géométrie. Comment Aldo Rossi, est-ce qu'il avait des liens avec ce mouvement Memphis? Oui, d'amitié et de, disons, réciproque admiration, j'imagine. Surtout avec Ettore Sozza, c'est certainement avec Alessandro Mendini, probablement avec d'autres aussi. Mais Aldo Rossi a toujours travaillé d'une façon assez, disons, solitaire. Et donc, il a toujours un peu tracé sa voie, certainement en regardant le monde, mais pas spécialement en entrant dans un mouvement spécifique. Si c'était la question, oui. D'autres questions? Alors moi, je suis un peu perplexe parce que j'ai l'impression que des fois, il y a un geste très simple et très beau et parfois juste une application très littérale de choses qu'il aime. Et j'arrive pas à saisir la différence de quand est-ce qu'il y a une recherche et quand est-ce qu'il n'y en a pas. Et si des fois, excusez-moi, s'il n'y a pas de recherche sur... si c'est simplement une expression littérale, par exemple, de la cabine de plage. Je ne sais pas si je le définirais littéral, hein, parce que ce que je voulais dire à la fin de cette présentation, c'est justement que ce qui définit, disons, le design de Rossi et en général le projet et non seulement la forme, non seulement la matière, hein, mais aussi la dimension, donc la proportion. C'est vrai que probablement pour lui aussi, la première cabine de l'Elbe était très littérale. La deuxième l'est beaucoup moins, d'une part parce que c'est pas du tout des dimensions de cabine, de cabine de bain, disons. Et aussi parce que les détails sont très différents. C'est un jeu. Il a une partie très ludique, hein, et très rieuse, qui s'applique pas toujours, hein, et pas à tous les projets, mais certainement à celui de la cabine de l'Elbe, oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette grande présentation. Moi, je voulais un peu revenir sur les influences de Aldo Rossi avec les États-Unis. Vous avez à plusieurs reprises indiqué ça. On l'a vu dans le Teatro del Mondo, où on voit bien que là, c'est plutôt par la structure que l'influence se fait. On voit qu'il y a des projets qui se font à Miami, dans d'autres territoires. Puis on sent chez Aldo Rossi quand même les prémices de la postmodernité très fortes quand même, et puis qui a pris de nouveau un nouveau langage quand même, quand cette postmodernité européenne très intellectualisée finalement s'est retrouvée aux États-Unis, où là elle a peut-être alors c'est pas très beau comme je vais dire ça, et puis un peu dédaigneux, mais un peu perdu l'intellect pour jouer encore plus sur les formes, les couleurs, et puis presque l'ironie, alors que nous en Europe on était un peu moins dans l'ironie, dirons-nous. Et du coup ça m'intéresse bien de voir un peu les ponts qu'entretenait un peu Aldo Rossi avec la culture américaine, les États-Unis, et puis comment vous le positionnez un peu dans cette postmodernité qui est toujours très compliquée à définir. Très compliqué à définir, hein, en effet. Alors, disons que la première connaissance d'Aldo Rossi des États-Unis est plus ou moins
à la moitié des années 70, où il commence à donner des cours aux États-Unis, dans les universités américaines. Et en fait, il devient un point de référence pour les étudiants de l'Institut d'urbanisme et d'architecture de New York, Columbia et d'autres Ivy League américaines. Il a eu un bureau aux États-Unis jusqu'à sa mort et un seul associé pendant toute sa vie, et c'était son associé américain, Maurice Ajmi, avec qui nous avons fait d'ailleurs l'exposition du design à Milan. Il habitait New York, et je pense que la première fois, et j'en parlais avec Maurice assez récemment, parce que je lui demandais si c'était si la première fois que Rossi était allé aux États-Unis, et en particulier à New York, il avait été frappé par cette fragmentation architecturale que la ville offre, et que lui, il avait théorisé en partant de Milan, et après avoir traversé l'océan Atlantique, il s'est retrouvé dans une réalité tellement différente, mais quand même qui était complètement adhérente à son système intellectuel. Encore une fois, je pense que Rossi assez rapidement est sorti du groupe. Il a continué avec ou sans manière, hein, je ne veux pas juger, mais à concevoir ces architectures toujours avec un background historique et en adaptant, disons, ces formes au lieu et à l'histoire des lieux, peut-être la forçant un petit peu, mais je pense que l'histoire du postmodern ne lui appartient plus très rapidement. Bon, merci. Merci pour cette présentation très intéressante. Je voudrais poser une question d'un caractère un peu plus général, si possible. Je parlais avant du design qui aujourd'hui n'est pas seulement focalisé sur la qualité, sur la beauté des objets, mais aussi de plus en plus sur la durabilité, la protection de l'environnement. Il y a aussi cette combinaison de fonctionnalité, bien-être pour les personnes. J'aurais posé la question si vous pouvez un peu expliquer plutôt sur cet aspect-là. Merci. Par rapport à Aldo Rossi, évidemment. Alors, voilà, j'y pensais quand vous avez présenté le thème de International Design Day. Italian Design Day, excusez-moi. Voilà, alors, bon, d'une part, mon expérience personnelle des objets d'Aldo Rossi sont d'objets durables. Non seulement parce que ceux qui restent ont eu une fortune et donc ils sont réinterprétés dans le sens des matières et aussi pour pour une production qui soit plus saine, moins coûteuse, meilleure pour l'environnement. Mais aussi, je pense que une des caractéristiques que je préfère de Rossi dans le monde du design est le fait d'avoir pensé, pondéré et produit une série d'objets qui sont fortement liés à la tradition artisanale et beaucoup moins à la tradition industrielle finalement. Et surtout, entre guillemets, essentiel. Il a fait en 20 ans, oui, disons en 30 ans,
75 objets. C'est pas beaucoup. Et je pense qu'il faudrait vraiment penser d'ici là ce dont le monde a besoin et trouver un balance qui est intéressant aussi pour, bien sûr, les réalités industrielles et manufacturières qui s'occupent d'objets. Voilà. Plus de questions? Allora, finiamo. On termine un peu cette soirée, pas avant de reprendre déjà le thème du Design Day qui sera développé grâce à Lavinia. Si tu peux te lever. Voilà, elle est là. Elle est là, donc le 21 mars à 18h30 à l'Institut culturel italien, cette fois-là. Il y aura cette présentation, un rendez-vous qui parle donc, grâce à Lavinia, de éclairage lumière, la source lumineuse dans les designs, un peu plus approfondissant le sujet de l'éclairage, de la lumière, qu'on a entrevu aussi grâce à Dorossi. Et quelques petites productions aussi, les Prométhée. Et aussi, je voudrais, avant de vous saluer avec la vidéo du Salon du Meuble, saluer la participation ce soir de la plupart de nos partenaires et surtout des professeurs que j'ai beaucoup appréciés. Des étudiants, des élèves, du président de la Chambre de commerce italienne, de l'inspectrice d'italien, les deux inspectrices d'italien et du consulat bien sûr. Et je vous donne rendez-vous au 21 mars et je vous laisse regarder la vidéo de du Salon du Meuble et je vous invite à nous rejoindre au buffet, au cocktail. Merci.